qu'est-ce que la philosophie, et nous avons un peu touché la première leçon nature et culture. Il s'agira maintenant de parler un peu du fonctionnement du tissu social qui a été déjà fait en classe pour aborder de fond en comble, si c'est possible, la complexité du langage. Ici, quand on parle du fonctionnement du tissu social, donc l'élément essentiel du tissu social, c'est toujours l'homme. L'élément du tissu social de l'homme a été considéré par Aristote comme un animal politique. Oui. Quand Aristote dit que l'homme est un animal politique, c'est comme qui dirait, dans le sens grec du mot, la police, c'est-à-dire la cité. L'homme est un vivant des cités. Il ne peut qu'évoluer que dans la cité. La cité, par définition, est un espace géographique réglementé par des règles, des normes, des valeurs. Oui. L'homme, je l'ai dit tout à l'heure, se différencie de l'animal par sa conscience. La conscience, c'est un autosaisissement de ce que nous sommes. C'est-à-dire de notre différence par rapport à tout ce qui est créé, par rapport à l'ensemble du règne naturel. Donc, la conscience humaine, c'est une conscience qui lui permet de s'élever un peu plus au-dessus de l'animal. L'animal peut vivre en dehors de la cité. Oui, il dit, si tu vois un individu qui ne peut pas évoluer dans la cité, il est soit un animal, soit un dieu. Mais l'homme, en tant qu'animal doté de conscience, il ne peut qu'exister dans ses semblables que par rapport à un espace géographique réglementé, normé et régi par des valeurs humaines. Donc le processus d'humanisation de l'homme ne peut que s'effectuer dans la cité. En dehors de la cité, nous retombons dans le monde animal. Donc voilà un peu cette centralité de l'homme dans le fonctionnement du tissu social. Oui, on a de fond en comble parlé de ça avant de partir, voilà, c'est fait forcer. Il s'agit là maintenant de dégager une dimension de l'homme, c'est-à-dire la complexité du langage. La complexité du langage. Oui. Quand on parle de langage, j'ai souvent l'habitude de commencer ce cours par un prétexte. Je vais essayer de relater une histoire que je raconte souvent à mes élèves. Cette histoire est un peu longue, je vais essayer de la résumer. C'est l'histoire de la belle qui n'a jamais parlé. Il s'agissait d'une histoire qu'on relate en classe de CM2. Elle n'a jamais parlé sauf à ses parents. Et la consigne de ses parents consisterait à dire que n'épousera la fille que celui qui réussira à la faire parler. Oui, les jeunes hommes du village naturellement sont venus se présenter, ils ont fait le clou, d'autres ont cherché à faire rire, d'autres ont cherché à faire parler la fille, mais personne n'est parvenu. Un beau matin, un étranger. Quand on dit étranger, on revient sur la vie sociale. Quand on dit des règles, des normes et des valeurs, c'est en fonction d'un mode de vie précis, dans une société précise, avec des individus qui s'adaptent et qui intériorisent. Un étranger serait quelqu'un qui serait issu d'une autre société et qui viendrait peut-être dans la société dont elle n'est pas née. Cet étranger est venu avec sa méthode. C'est un commerçant qui est venu avec des tissus. Oui, chaque soir, quand la nuit tombe, il déchire ses tissus pour éclairer la belle, jusqu'à ce que ses stocks de tissus soient un peu terminés. Les plus beaux tissus qui restaient, une fois que le dernier emballage est déchiré, la fille a dit non, arrête. Et c'est pourquoi il a réussi à faire parler la fille. Naturellement et normalement, il devrait emporter la fille avec lui. Mais il y avait le boucher du village qui n'acceptait pas cette possibilité que l'étranger puisse venir et apporter la fille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend au sorti de son village. Il vient, il trouve le mari qui a naturellement gagné, la très belle fille sur un cheval. Et le boucher intelligent qu'il est, il pose sa main sur les genoux de la fille. Il dit au boucher, vends-moi la charge. Donc, quand il dit vends-moi la charge, il y a ce qu'on appelle un non-dit dans la notion. Et le boucher propose une somme énorme. Oui, on est tombé d'accord sur le prix. Alors la jeune fille s'apprête à descendre et dit non, j'ai acheté la charge. C'est elle le cheval et la jeune fille. Donc finalement, il y a dispute. Ils sont partis voir le chef du village. Ils ont expliqué, il dit, la femme revient au boucher. Donc vous voyez, l'étranger a été heureux dans le village. Il a été malheureux aussi dans son village. Il s'en va pleurant. Il rencontre un vieux à la sortie du village. Il lui explique son histoire. Le vieux dit, tiens, montre-moi ton boucher. Le vieux a usé du même mode de communication que le boucher. Il est parti voir le boucher en train de dépecer son taureau pour vendre.
il a mis sa main sur la tête du boucher, il a dit vends-moi la tête, sous-entendu ta tête et non pas la tête du taureau. Le boucher a oublié qu'il a trompé l'étranger comme ça, il a dit oui, il a dit combien. Le vieux a proposé une somme énorme, oui, il a débouché pour payer, et le boucher voulait naturellement lui donner la tête du taureau. Il dit non, je ne parle pas de cette tête, j'ai mis ma main sur ta tête, c'est ta tête que j'ai achetée. Soit tu rends à cette tête-là, la femme qui lui appartient, soit tu coupes ta tête. Et finalement, le boucher était dans l'obligation de remettre à qui de droit ce qui lui appartenait. Donc, si je résume cette histoire, il y a de part en part des malentendus, des non-dits. C'est pourquoi quand on explique le langage, il s'agira de montrer aux élèves qu'il s'agit d'être clair quand nous communiquons avec les autres. Quand le boucher dit vends-moi la charge, des questions s'imposaient. Tu veux quoi exactement? Le cheval ou ma femme ou la charge entièrement? L'étranger n'a pas pris la peine de préciser, il a été trompé ainsi. Effectivement, dans le même sens, ce boucher-là qui a trompé l'étranger a été trompé par le même procédé, par un vieux. Donc, pour entrer dans le langage, dans sa dimension complexe, le langage est complexe au sens où ça pourrait naturellement entraîner ce qu'on appelle des malentendus. Donc, des malentendus. Le malentendu est au cœur du langage humain. Parce que le mot est polysémique. Le mot est polysémique. Ça peut signifier plusieurs choses. Oui, quand on revient pour définir le langage est une faculté spécifiquement humaine qui sert à la communication. Donc, un autre concept, la communication. Le langage est une faculté spécifiquement servant à la communication. Communiquer, c'est transmettre un message. Voilà. Il faut qu'il y ait trois éléments. Il faut qu'il y ait un message, quelle que soit la nature du message. Il faut qu'il y ait un émetteur. Il faut qu'il y ait un récepteur. Donc, concevant la communication ainsi, on peut naturellement voir que c'est très large, c'est au-delà du langage humain. Parce que quand on parle de message, le signe peut être un message, le discours oral peut être un message, le discours écrit peut être un message, les symboles peuvent être des messages. Il s'agit d'avoir un message, il s'agit d'avoir quelqu'un qui l'émet, il s'agit d'avoir un récepteur qui le comprend. Donc, la communication, elle est beaucoup plus vaste que le langage. Et quand on parle de communication, ce n'est pas seulement une communication humaine. On peut avoir une communication animale, mais le langage est une spécificité humaine. C'est dans la mesure où nous parlerons de sa complexité. Et il y a un élément central du langage, c'est le parler humain. C'est le parler humain. C'est pourquoi on pourrait peut-être centrer la réflexion autour de qu'est-ce que parler veut bien dire. Qu'est-ce que parler veut bien dire? La parole est une articulation du langage humain à travers des mots d'une langue. Une articulation à travers des mots d'une langue. Donc, le mot est conventionnel aussi. Si on rappelle bien, le mot, c'est de la pure convention. Au sens où, effectivement, c'est nous qui sommes tombés d'accord sur le fait que telle chose peut être nommée ainsi. C'est pourquoi, quand vous voyez, il n'y a pas une certaine nomination universelle, il y a différents types de langues. Si le séeréer dit obok, le wolof peut dire khaj. Et pourtant, c'est simplement conventionnel. Au sens où, effectivement, ça ne relève pas d'une nécessité ontologique que le chien soit appelé tantôt khaj, tantôt obok. Donc, vous voyez comment, effectivement, dans une certaine terminologie, la parole a pour vocation principale de se comprendre. Voilà, de se comprendre. Il s'agit d'entrer au cœur de cet être-là que nous appelons être humain pour voir ses états d'âme. À supposer que quelqu'un soit devant toi, il ne dit rien. Tu ne peux pas présupposer de son humanité. Tu peux pas savoir qui il est. Mais dis-moi, il ouvre la bouche, n'importe quoi. Tu sais, tiens, il parle ainsi, il a tel mot, voilà ce qu'il dit. Il est de telle langue, il est de telle ethnie. Et puis je commence à entrer en jeu. Je commence à établir un terrain intersubjectif entre moi et autrui. Voilà pourquoi le langage est important dans la vie sociale. Parce que la vie sociale a pour thème la relation qui existe entre moi et les autres. Et le premier pont qui existe entre moi et les autres, c'est un pont de communication. Il n'existe pas de société sans possibilité de communiquer entre les individus vivant dans la même société. Donc, voilà à peu près un discours premier qui pourrait nous faire entrer dans cette complexité du langage humain.